Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Hachi a visité hier vendredi un certain nombre de chantiers d'infrastructures structurant la ville d'Abidjan. Il était question pour lui de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ces chantiers. Les premières familles déguerpies du fait de ces travaux ont été recasées. Nos équipes de reportage ont visité certaines de ces familles. Dans la commune de Bingerville, 2 villas duplex érigées sans permis de construire ont été visitées par les bulldozers du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à travers sa brigade d'investigation de contrôle urbain. La démolition de ces villas s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les constructions anarchiques. On en parle dans cette édition. En Tunisie, des militants issus de la société civile et des partis politiques ont manifesté à Tunis à l'appel de l'Association tunisienne des femmes démocrates, des femmes qui estiment qu'elles ont leur mot à dire dans l'élaboration de cette nouvelle constitution. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de 3 chantiers majeurs que sont le 4e pont Yopougon Plateau, la sortie ouest vers Dabou et la sortie est de Yopougon vers Abobo et Anyama. Le Premier ministre Patrick Hachi a effectué hier une visite de ces différents chantiers structurant la ville d'Abidjan. Le chef du gouvernement s'est dit rassuré de la bonne évolution de ces travaux. Récit d'Alexis Ouedraogo. À bord d'un minibus ce vendredi, le Premier ministre fait sa tournée d'inspection. Patrick Hachi visite 3 grands chantiers en cours. La sortie est de Yopougon vers Abobo-Anyama, la sortie ouest vers Dabou et le 4e pont. Premier arrêt, le site des travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan, route prison civile, longue de 23 km. Autre escale clé, le stade des Bimpé et ses voies d'accès indispensables pour la CAN 2023. Plus loin, la sortie ouest du carrefour Jacquesville, dont les travaux comprennent la réalisation d'une autoroute de 2 fois 2 voies, la construction de passerelles piétonnes au-dessus de l'autoroute de Yopougon. On peut s'estimer heureux de l'avancée de ces chantiers qui vont permettre véritablement de fluidifier le trafic, de permettre également de désenclaver, je dirais, un certain nombre de quartiers et de permettre d'accéder aisément d'une part à la voie qui mène sur Abengourou, Bondoukou, la voie de l'Est, et également bien sûr celle qui mène à Dabou, mais plus particulièrement qui va se prolonger sur la côtière qui actuellement est en construction et qui va nous mener jusqu'à San Pedro, pour lequel également vous savez qu'il y a un stade qui sera utilisé lors de la CAN. Mais nous sommes relativement confiants avec les échanges que nous avons eus avec les entreprises et les quelques actions qui restent à mener pour pouvoir permettre de poursuivre dans les délais convenus. Ces chantiers-là vont être pris assez rapidement. À ce jour, plusieurs de ces chantiers devraient être déjà livrés, mais connaissent un retard du fait de la crise Covid qui a occasionné d'importants ralentissements. Nous avons souffert de la période Covid qui nous a fait perdre plus de 15 à 18 mois quelquefois. Donc ça a décalé l'achèvement de ces travaux, pour certains à la fin de l'année 2022, pour d'autres à la fin de l'année 2023. Autre point clé, celui du social, les populations déguerpies de ces zones. Pour celles qui ne sont pas propriétaires des bâtis, en général, on leur donne un certain nombre de mois de loyer qui leur permettent donc de trouver un logement ailleurs. Pour ceux qui sont propriétaires, on leur paye l'équivalent donc des bâtiments pour qu'ils puissent effectivement aller construire ailleurs. Donc ils signent sur la base des évaluations qui ont été faites des certificats et sur la base de ces certificats, ils sont payés, les choses se font normalement. Patrick Hachi s'est voulu rassurant quant à la volonté unique du gouvernement, toujours améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Notons que ces chantiers d'un investissement cumulé de près de 250 milliards de francs CFA emploient des milliers de travailleurs ivoiriens. Et justement, des actions sociales accompagnent la construction de ces infrastructures. Au nombre de celles-ci, la relocalisation des personnes déguerpies. Une de nos équipes de reportage s'est rendue dans la nouvelle cité d'Ayewaï à Songon, où les premières familles déguerpies des zones en travaux du 4e pont sont installées depuis quelques mois. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Mamadou, 48 ans, est ancien propriétaire d'une maison au quartier Santé, dans la commune d'Atekoubé. Il fait partie des personnes impactées par les travaux du 4e pont. Il a été recasé conformément aux promesses du gouvernement et vit aujourd'hui dans cette maison de 3 pièces dans la cité Ayewaï de Songon. Moi, j'ai cru effectivement que l'État allait construire des maisons. Ceux qui croyaient assez, ils ont les maisons. Maintenant, ceux qui ne croyaient pas maintenant, ils ont préféré prendre l'argent.
D'autres sont restés là-bas, d'autres sont venus ici. Ça n'a rien à dire, en tout cas la maison est impeccable. Comme lui, Mariam, ancienne résidente du quartier Bourguibana, est aujourd'hui bénéficiaire de ce programme auquel elle ne croyait pourtant pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est faux, que ce qu'ils ont dit là que c'est faux, ça ne peut pas faire, qu'ils ne vont pas faire ça pour nous. Je n'étais pas sûre pour dire que c'est vrai qu'ils vont construire une maison pour nous. Tu vois, non? Mais à part mon surprise, j'ai vu, je suis contente de tout ça là. Je ne sais même pas comment j'ai dit le reste. Locataires, propriétaires résidents et non résidents ont eu le choix de leur indemnisation dès les premières heures du processus. Lorsque les travaux du 4e pont ont commencé, il y avait des urgences. Le PTA était obligé de nous demander de délocaliser ces personnes qui étaient là. Mais la cité n'étant pas prête, alors le PTA a choisi des maisons. Si tu étais dans une 3 pièces, tu cherches une 3 pièces. Si tu étais dans une 4 pièces, tu prends la 4 pièces et qui était payée toutes les fins du mois par le PTA. Après, quand la cité a pris forme, on a demandé aux populations de venir maintenant et les populations viennent par vagues. Et les attributions se poursuivent dans cette cité bâtie sur 12 hectares dans la commune de Songon et qui compte quelques 417 logements de 2, 3 et 4 pièces. À ce jour, 234 logements ont été déjà attribués. Restent quelques 125 autres en cours de réalisation, auxquels s'ajoutent les sites d'Ayama et d'Ibembe. Direction Paris, en France, dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a signé hier vendredi 10 juin à Paris 7 accords cadres de partenariat. Les signataires, par leurs expertises diverses, vont aider le gouvernement à trouver des solutions pour la formation et l'emploi des jeunes. Les détails avec Hervé Blé. Des expertises qui assurément feront du bien à la formation technique professionnelle et à l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Les structures françaises décident d'accompagner le ministre Akofin Guessan pour repenser et revaloriser les offres de formation et améliorer tout l'écosystème afin d'offrir de réelles chances d'insertion professionnelle aux jeunes en Côte d'Ivoire. À travers ce partenariat, le CNAM va apporter son expertise de formation professionnelle aux équipes ivoiriennes. Dans le cadre de ce partenariat, on va surtout former les formateurs. On va transférer en fait notre expertise, notre ingénierie pédagogique, pour qu'ensuite ce soit les formateurs de Côte d'Ivoire qui puissent former la population en Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France a abrité la signature des accords cadres de partenariat. Au nombre des signataires, Edith Cresson, l'ancienne première ministre française. Elle est la présidente fondatrice de l'école de la deuxième chance qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, leur propose une formation pour s'insérer dans la vie active. Compte tenu du progrès de la robotisation et de l'intelligence artificielle, on entre dans une période où il faudra vraiment avoir une formation de base importante. Or, beaucoup de jeunes ne l'ont pas. Et les écoles de la deuxième chance ont pour objectif de pallier cette carence et d'aider les jeunes à acquérir une formation de base, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter et puis un minimum de connaissances qu'ils n'ont pas réussi à avoir à l'école. Je souhaite beaucoup que les écoles de la deuxième chance s'implanter en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Les accords cadres signés à Paris sont le résultat de plusieurs missions d'études menées hors de Côte d'Ivoire en quête de partenariat. Nous sommes venus rechercher les partenariats à l'effet de pouvoir entreprendre de nombreuses actions en faveur de la formation des jeunes, la révision de nos programmes, la rénovation de nos plateaux techniques, la réhabilitation de nos infrastructures, la formation des gestionnaires du système. Donc aujourd'hui, nous avons signé avec cette institution. Notre ambition, soutenue par le gouvernement, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent être bien formés et qu'ils puissent trouver le travail. Les ministres Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et Adama Kamara de l'emploi et des affaires sociales ont montré tout l'engagement du gouvernement, surtout celui du président Alassane Ouattara à faire face aux immenses besoins d'éducation-formation, notamment aux questions d'insertion durable des jeunes en Côte d'Ivoire dans des activités lucratives.
Et retour en Côte d'Ivoire pour le deuxième titre de cette édition. Dans le cadre de la lutte contre les constructions anarchiques, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à travers sa brigade d'investigation de contrôle urbain, a procédé à la démolition de 2 villas duplex érigées sans permis de construire dans la commune de Bingerville. Les 2 villas duplex ont été visitées sans ménagement par les bulldozers du ministère. Cheikh Koné. Une fois de plus, la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a exécuté une mission de démolition. Il s'agit de 2 villas duplex situées dans la commune de Bingerville, toutes 2 érigées sans permis de construire. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les constructions anarchiques instituée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nos équipes sont donc passées pour faire le contrôle et nous avons demandé l'arrêt des travaux. Malheureusement, le promoteur a poursuivi ses travaux et le 19 janvier 2022, nous lui avons notifié la mise en demeure de démolition. Cette démolition, c'est pour interpeller tous nos concitoyens que, avant de construire, il faut avoir les autorisations nécessaires. Le ministère de la Construction invite les maîtres d'ouvrage à se conformer aux règles de la construction en ayant recours aux spécialistes de ce domaine. Direction Dakar, la capitale du Sénégal, qui a abrité la 3e édition de la BRVM Awards. Hier vendredi, cérémonie de célébration des acteurs du marché régional, au cours de laquelle 4 structures ivoiriennes ont été lauréates dans leurs domaines respectifs. Le point de cette cérémonie de remise de prix organisée par la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières, avec Dangui et Sangaria Daba. Dîner gala de la 3e édition de la BRVM Awards à Dakar. La Côte d'Ivoire se taille la part du lion en raflant 4 prix sur 10 au total, destinés à la célébration de l'excellence des acteurs du marché financier régional. Le Trésor public et la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS ont vu leurs efforts récompensés. Sur les 3 dernières années, c'est environ 5 674 milliards que nous avons mobilisés, dont 51% au titre des emprunts obligataires. Donc c'est cette performance qui est saluée aujourd'hui parce qu'aucun pays de l'UEMOA n'a fait autant. Nous avons profité également pour demander aux investisseurs de faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire parce que le risque pays aujourd'hui est presque nul. La CNPS se pose très bien. Elle joue son rôle social en revalorisant régulièrement les prestations, que ce soit les retraites, les rentes. On a revalorisé aussi les prestations familiales. On investit dans le pays. Juste avant les remises de prix, le patron de la BRVM s'est livré à un bref exposé sur le thème de cette 3e édition, à savoir évolution technologique et intégration des marchés. Mais le docteur Edokossi Amenové reste prudent avec la crypto-monnaie. Nous voulons avoir une démarche structurée. Nous pensons qu'aujourd'hui, nos défis sont loin d'être des défis de la financiarisation de nos économies. Il faut que nous puissions trouver des instruments qui fassent en sorte que l'économie réelle soit au centre de notre développement. Économie réelle qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse et qui permette que la vulnérabilité de nos populations soit atténuée. Les BRVM Awards se veulent un rendez-vous annuel du marché financier régional et un indicateur de la vitalité économique de ce marché. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 11 juin 2022 74 nouveaux cas de Covid-19 sur 796 échantillons prélevés, soit 9,3% de cas positifs, 32 guéris et 0 décès. À la date du 11 juin 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 82 467 cas confirmés, dont 81 562 personnes guéries, 799 décès et 106 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 531 780. Le 10 juin 2022, 49 540 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 410 517 doses du 1er mars 2021 au 10 juin 2022.
Après avoir vécu au Togo, c'est le retour en Côte d'Ivoire pour 136 réfugiés ivoiriens qui avaient quitté le pays au lendemain de la crise post-électorale de 2011. Ils regagnent leur pays grâce au gouvernement ivoirien et aux partenaires régionaux comme le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ils ont été accueillis par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Reportage de Serge Pacomdidi et Walter Amadou Ouattara. 136 Ivoiriens réfugiés au Togo accueillis au siège de la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides d'Ahara. Après un séjour de 11 ans hors du pays suite à la crise post-électorale de 2011, ils sont heureux de retrouver leurs familles et proches. C'est une émotion qui nous anime, l'émotion est très grande, il faut le dire. Après 11 années passées loin de notre nation, entrer comme ça, vraiment c'est quand même... Ça nous va droit au cœur, nous sommes vraiment très contents de rentrer ici en Côte d'Ivoire. Je suis contente de rentrer chez moi parce que, comme on dit, on est mieux chez soi. Voilà. Je suis venue avec mes enfants et tout, on est tous heureux. Ces retours volontaires sont le résultat de l'accord tripartite entre la Côte d'Ivoire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je vous assure que vous ne serez pas seuls. Les portes de la Dara vous sont ouvertes à tout moment. Notre rôle, c'est de vous accueillir et vous remettre entre les mains des institutions compétentes, des ministères techniques compétents. Parmi vous, je sais qu'il y a des fonctionnaires qui sont partis. Pour cela, il n'y a aucun problème. Nous sommes toujours en relation avec le ministère de la fonction publique pour votre réinsertion. Il n'y a aucun souci pour cela. Le retour de ces 136 Ivoiriens renforce les efforts consentis par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur de la réconciliation nationale et l'amélioration de l'environnement socio-économique et politique. Et dans le fil de l'actualité, un drame est survenu ce samedi matin dans la ville de San Pedro. Un camion-benne a quitté un pont et a fini sa course dans le fleuve San Pedro, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'était aux environs de 8 heures. Alertés, les autorités de la ville, avec à leur tête le préfet de région, Ousmane Koulibaly, se sont rendus sur les lieux de l'accident à l'entrée de San Pedro pour coordonner les actions de secours. Ainsi, 2 victimes, les 2 apprentis du camion, ont pu être secourus par les sapeurs-pompiers civils. Le chauffeur du véhicule et le passant qui a plongé pour secourir les victimes, eux, ont été emportés par les eaux. Les recherches pour repêcher les corps des victimes se poursuivent. Et toujours dans le fil de l'actualité nationale, après avoir célébré les femmes gourous de la commune de Yopougon la semaine dernière, le ministre Adama Diawara a organisé ce samedi une fête des mères en faveur de toutes les associations féminines de la commune de Yopougon. Pour cette célébration qui leur a été dédiée, les femmes membres des associations féminines de la commune de Yopougon ont répondu massivement à cette invitation. Adama Diawara en a profité pour les exhorter à préserver la cohésion et le vivre ensemble. Khalil Diomandé, Sephora Zegui. Atmosphère chaud bouillante ce samedi à Yopougon-Trois-Rouges. Plus de 2000 femmes issues de toutes les associations féminines de la commune réunies pour festoyer à l'occasion de la fête des mères. Ce moment est offert par Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au menu de la célébration, prestations artistiques, concours Miss Aoulaba et partage de présents aux mamans des différents groupements. Depuis que nous sommes à Yopougon, on n'a pas encore eu ce genre d'événement. Il y a eu une variété de musique de chaque région et tout ça, vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Toutes les femmes ont eu les cadeaux aujourd'hui. En tout cas, nous tous, nous avons eu les pagnes et des beaux pagnes. Nous disons grand merci à notre parrain. On profite de l'occasion aussi pour dire merci à maman Dominique pour le fonds FAFSI. J'invite mes sœurs à la cohésion, à l'entente et la solidarité. Adama Diawara s'est félicité de l'initiative et rassure les femmes quant au financement de leurs activités. Elles se sont mobilisées en transcendant toutes les barrières régionales, ethniques, religieuses, politiques. C'est ça aussi la grande commune de Yopougon, Yopougon la cosmopolite. Il faut qu'elle demeure des soupapes de sécurité, des soupapes de cohésion, d'union, de fraternité. Nous allons mettre bientôt en place un petit fonds de solidarité pour les femmes et les jeunes de Yopougon.
En plus du fonds de soutien qui sera mis à leur disposition pour accompagner leurs différents projets, elles bénéficieront d'une campagne gratuite de dépistage contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. La dite campagne couvrira l'ensemble des quartiers de la commune de Yopougon durant les mois de juillet, août et septembre 2022. Et à l'occasion de la fête des mères, 35 femmes députées ont été honorées. Elles ont été conviées à une rencontre récemment au plateau. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a exprimé toute sa reconnaissance à ces femmes présentes dans les sphères de prise de décision qui participent au développement de la Côte d'Ivoire. Aïcha Ouattara, Godefroy Kambawa. Loin de l'hémicycle où elles siègent, ces femmes députées, mais aussi mères de famille, prennent une pause, le temps d'être célébrées. Ces femmes, au nombre de 35, sont honorées par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré. Une reconnaissance à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Pour ces mamans députées à l'Assemblée nationale, concilier la vie de famille et représentante du peuple est un sacerdoce. Elle nous a toujours magnifié, elle a toujours été à nos côtés et c'est une sœur à soutenir. Et nous voulons, à travers Madame la ministre, souhaiter bonne fête des mères à la première dame, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est au-delà des partis politiques parce que ce soir, nous sommes toutes là, toutes issues de tous les partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Et nous avons échangé sincèrement avec Madame la ministre. Selon Nassene Batouré, les femmes députées sont les représentantes du peuple. À l'hémicycle, elles jouent un rôle important pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et surtout des mères. Aujourd'hui, j'ai eu l'insigne honneur de recevoir des mères spéciales, représentantes du peuple, à l'hémicycle des mamans députées pour leur souhaiter bonne fête des mères et échanger avec elles sur l'épineuse question de la solidarité féminine, de l'autonomisation des femmes, de l'union des femmes de Côte d'Ivoire autour des idéaux du vivre ensemble de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Les femmes députées s'engagent à une solidarité féminine à travers des propositions de loi pour l'épanouissement des femmes en général et des mères en particulier qui luttent au quotidien pour le bien-être de leur famille. Et dans cette veine de célébration de la fête des mères, les femmes, les mamans de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, ont été aussi honorées par la direction générale. L'objectif était d'accorder un moment de détente et bonne humeur justement à ces femmes qui travaillent au quotidien pour la bonne marche de la radiodiffusion télévision ivoirienne. On poursuit le cours de cette édition pour parler cette fois-ci de culture à l'Institut des Arts et de la Culture à Cocody. L'Observatoire national de la vie et du discours politique, l'ONVTB, rend hommage à Ernesto Djedje à travers un colloque international de 12 jours autour du thème Ernesto Djedje, icône vivante de la création artistique, héritage et actualité. Chercheurs et spécialistes vont communiquer sur l'homme pendant justement 2 jours. Laure Goretti et Jean-Marc Djedje nous en parlent. Ernesto Djedje, surnommé le Nyuantré national, l'épervier ou encore le roi du Ziglibiti. À la tête de son orchestre, les Ziglibitiens, cette étoile filante a fait les beaux jours de la musique ivoirienne dans les années 70 et au début des années 80. Lola, Ziboté ou encore Ziglibitien restent des classiques. À 1 an du quarantenaire de son décès, les chercheurs lui rendent hommage à travers un colloque. Au moment où Ernesto Djedje arrivait après Amédée Pierre, la Côte d'Ivoire s'inspirait des musiques venues d'ailleurs et la scène musicale ivoirienne n'était que dominée par la musique étrangère. Mais quand il est arrivé, avec un panache de tout ce qu'on sait comme musique venant d'ailleurs, il a pu ancrer une musique en Côte d'Ivoire, une musique identitaire issue de notre terroir qui reflète nos valeurs traditionnelles et culturelles ivoiriennes. Organisé par l'Observatoire national de la vie et du discours politique, ONVDP, ce colloque est intitulé Ernesto Djedje, icône vivante de la création artistique, héritage et actualité. Nous parlons donc de ses œuvres, de ses productions qui ont traversé le temps. Il est décédé le 9 juin 1983 plus précisément, et donc l'année prochaine ça ferait 40 ans. Créé en 2019, l'ONVDP a pour but, à travers des colloques, séminaires et travaux d'études, de convier les chercheurs au débat national sur la démocratie, l'éducation et la citoyenneté.
Depuis sa création, 5 colloques ont été organisés, dont celui rendant hommage à Charles Conan, Jean-Marie Adjafi et Werewe Liking. Et loin des impacts du Ziglibiti, à travers une masterclass, l'acteur ivoirien qui vit aux États-Unis, Babaja Bamba, acteur du film Black Panthers, a échangé avec des étudiants de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts de l'action culturelle, un partage d'expériences au cours duquel les étudiants ont été édifiés par son parcours cinématographique. Partage d'expériences rendu possible grâce à la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Les étudiants ont été exhortés au travail. Issa Chonoyeo. C'est un acteur bien connu dans le cinéma hollywoodien aux États-Unis, Babaja Bamba, acteur ivoirien qui a fait ses preuves dans le film Black Panthers et bien d'autres. De passage à Abidjan, a échangé avec des étudiants de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, établissement de référence dans la formation des professionnels culturels en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais quand ils savent que ça va pas être facile, disons, ils sont prêts à se battre et à faire tout ce qui est nécessaire. Donc tout ce que je peux dire, si vous pouvez suivre, en tout cas moi, mes pas, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais give up, j'ai jamais abaissé les bras, je me suis toujours battu. Et c'est pas juste pour moi, pour ma famille, aussi pour tous les jeunes qui suivent derrière moi. Ce passage d'expérience de l'acteur ivoirien avec ses jeunes frères à travers cette masterclass a été possible grâce à la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. La vision de la première responsable de la culture en Côte d'Ivoire est claire. Former une élite culturelle dynamique en s'appuyant sur des valeurs sûres et des références dans les différents domaines d'expression artistique. Le partage d'expériences que nous venons de vivre avec ce jeune talent, dont on est très fiers, avec la génération, avec les jeunes de l'INSAC, nous conforte dans cette vision que la Côte d'Ivoire doit être une terre de cinéma grâce à ce talent, grâce à la richesse de sa culture, grâce au tourisme autour du cinéma que nous souhaitons aussi porter dans le cadre de notre mission. Cette première expérience de Babaja Bamba à l'INSAC s'inscrit dans une stratégie de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, d'explorer et développer d'autres axes culturels. Au cœur de cette stratégie, la diaspora est un partenaire privilégié pour un partage d'expériences, mais également assurer une visibilité de la Côte d'Ivoire à travers des projets structurants et pourvoyeurs d'emplois. Et regardons à présent du côté du Maroc avec la 3e édition de la projection de films à la prison de la ville de Kourigba. Il s'est agi pour les initiateurs du Festival international du cinéma africain de Kourigba de rapprocher le 7e art des prisonniers, de leur permettre de passer des moments inoubliables. Cette année, les autorités pénitentiaires ont insisté sur le respect des droits des incarcérés. Issa Tchenayeo et Fernand Conan, on nous reviennent du Maroc. C'est désormais une tradition depuis 3 éditions. Des films sont projetés à la prison de Kourigba pour les incarcérés. Ce, à l'occasion du Festival international du cinéma africain de Kourigba au Maroc. Cette année, le respect du droit des prisonniers au cœur des débats. Un prisonnier est privé de liberté, mais il doit garder tous les autres droits fondamentaux, dans le droit à la culture, dans le droit au loisir, dans le droit à maintenir des contacts avec la famille. Un prisonnier n'est privé que de liberté. Une initiative saluée par la délégation burkinabé, pays invité d'honneur. C'est une très belle expérience. Je dois dire que c'est tout ce que les responsables de l'administration pénitentiaire, dans tous les pays d'ailleurs, souhaiteraient. Parce qu'on a toujours pensé que la culture, c'est un moyen très efficace pour pouvoir parvenir donc à la transformation qualitative des personnes détenues dont les administrations pénitentiaires ont la charge. Au cours d'un panel, des spécialistes sur la question des migrations ont montré le rôle que peut jouer le cinéma dans le respect du droit des prisonniers. Que la prison n'est pas forcément une coupure radicale avec le monde extérieur, même si on est privé de liberté, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas sortir, aller faire les choses qu'on a l'habitude de faire quand on n'est pas derrière les barreaux, comme on dit vulgairement. Mais dans le même temps, on se rend compte que ce n'est pas suffisant, puisqu'il faudrait qu'il y ait des actions de caractère holistique
entre les pays d'origine de ces migrants qui sont incarcérés pour différentes raisons et différents délits, et le pays qu'ils ont abandonné pour différentes raisons là aussi. Je pense que d'abord, essayer un peu de meubler la vie du détenu en lui projetant non seulement des films, mais aussi des films de son pays, ça, elle essaye un peu de le laisser connecter avec ses racines, parce que ce qu'on est en train de punir, comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est le délit, ce n'est pas la personne. Et là, c'est une occasion non seulement de rompre les liens avec ses racines et avec son pays, mais aussi le pousser à mieux réfléchir, disons, pour essayer un peu de changer, disons, son comportement vis-à-vis du délit qu'elle a fait. En définitive, les panélistes ont exhorté les cinéastes à produire davantage afin de mieux expliquer la migration et l'intégration des peuples. Dans l'actualité internationale, en Tunisie, une centaine de militantes issues de la société civile et de partis politiques ont manifesté hier vendredi à Tunis à l'appel de l'ATFD, l'Association tunisienne des femmes démocrates, des femmes qui estiment qu'elles ont leur mot à dire dans l'élaboration de la nouvelle constitution sur laquelle le président de la République travaille avec plusieurs personnalités. Notons que le texte sera soumis à référendum en fin juillet. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.